Bienvenue à tous sur le plateau d'Al Janoubia TV, bienvenue dans ce nouveau numéro de l'émission L'Entretien. Aujourd'hui nous allons parler avec Corinne Lepage, ancienne ministre à l'Environnement et eurodéputée, justement de cette question de l'environnement. Alors c'est une question qui est à la mode, on en parle tout le temps, mais qu'est-ce qu'on fait concrètement pour justement au moins prendre conscience de l'importance de l'environnement? Alors, vous avez raison. Moi, ça fait maintenant 40 ans que je m'occupe d'environnement, donc bien avant que ce soit à la mode. Absolument. Il y a une conscience qui s'est faite des défis environnementaux parce qu'il y a une réalité à laquelle on ne peut pas échapper. Laquelle? Cette réalité, elle est multiple. Bon, celle qui vient le plus rapidement à l'esprit, c'est celle du changement climatique, du dérèglement climatique, qui fait que nous avons une progression très importante de la désertification, que nous avons des phénomènes climatiques extrêmes de plus en plus violents et de plus en plus nombreux, que nous avons des modifications dans les températures et dans les climats des différentes régions du monde. Ça, c'est un premier point. Vous en avez un deuxième qui est le fait que les pollutions sont de plus en plus importantes dans les milieux, que ce soit dans les eaux, c'est que la question des océans aujourd'hui est une question cruciale, que ce soit dans les terres, dans les sols, que ce soit dans l'air, et que si la durée de vie peut s'accroître dans un certain nombre de pays, d'abord il y a encore beaucoup d'inégalités entre pays sur la longévité, on se rend compte qu'il y a finalement beaucoup de maladies qui aujourd'hui sont dues à la dégradation de l'environnement. Lesquelles, par exemple? C'est vrai que concrètement, on s'en rend compte de tous ces changements. Si vous voulez, quand on voit, par exemple, dans les pays industrialisés, quand vous voyez, alors vous avez des gens très vieux, mais quand vous voyez que 15% des jeunes couples ne peuvent pas avoir d'enfants, que la fertilité masculine a considérablement régressé depuis 50 ans, que les cancers des enfants augmentent de l'ordre de 1% par an, que vous avez de plus en plus d'études qui montrent des liens entre certains types de cancers, certaines maladies dégénératives et les pesticides, par exemple. On voit bien qu'on a un problème général de développement. Et puis, tout ceci avec un monde très inégal, où vous avez encore des pays d'une extrême pauvreté, où les gens vivent avec $1 par jour, donc leur problème, il n'est pas là, mais par contre, ils sont victimes du changement climatique. Ils sont victimes des pollutions. Quand vous voyez, par exemple, que les Lapons, qui n'ont pas fait grand-chose, habitent un des endroits du monde qui est le plus contaminé par les métaux lourds, par exemple. Il y a un souci quand vous voyez que les gens qui vivent dans les petites îles sont les premières victimes du changement climatique, tout simplement parce que leur île, elle va disparaître. Ce n'est pas eux qui ont émis du gaz à effet de serre. Voilà. Donc, nous sommes confrontés à tout cela, et ça, tout le monde le voit. Aujourd'hui, il y a 4 milliards de gens qui ont des téléphones portables et qui peuvent aller sur Internet et voir ce qui se passe dans le monde. Donc, la prise de conscience, elle s'est faite. Le sujet n'est pas là. Le sujet, il est pour faire quoi? Et faire par qui? Qui doit faire? Alors, j'aurais tendance à dire tout le monde, mais pas au même niveau. Ce que vous ou moi pouvons faire, c'est moins important que ce que peut faire un État ou une multinationale. Donc chacun doit faire ce qu'il peut au niveau qui est le sien. Vous ne pouvez pas demander simplement aux citoyens, quel que soit leur pays, de faire tout seul tout le travail pendant que d'autres s'amusent à faire exactement le contraire. Mais c'est vraiment ce qui se passe, Corinne Lepage. Quand vous dites un mot-clé, là, vous dites multinationale. Multinationale, c'est l'image qu'on en a. Elle regardera d'abord ses rentrées d'argent, son intérêt immédiat. Oui. Les actionnaires sont là pour le lui rappeler. Donc, à un moment donné, il y a toujours des puissants et des gens qui font ce qu'ils peuvent. Sauf qu'il y a une nouveauté dans tout ça. Ça s'appelle Internet. Je veux dire par là que les multinationales ne vivent que parce qu'on leur achète leurs produits. Le jour où on décide de ne plus acheter des produits d'une multinationale, et les informations peuvent aller très vite sur la toile, les actions, elles baissent, forcément. Et donc la politique de la firme, elle doit changer. Sinon, elle disparaît. Regardez par exemple ce qui s'est passé avec le Dieselgate en Europe. Bon.
On voit bien les conséquences. Alors, ils ont triché pendant des années, mais enfin, le résultat des courses, c'est qu'aujourd'hui, les gens achètent de moins en moins de diesel, puis ils ne vont plus en acheter du tout dans quelques années. Donc, les consommateurs ont réel, et les citoyens, c'est les mêmes, hein, ont un réel pouvoir dans leur choix, à la condition d'être convenablement informés, bien sûr. Donc on serait rentré dans une république de citoyens consommateurs, et c'est ce citoyen consommateur... Je pense qu'il peut faire beaucoup de choses. Ça ne suffit pas. On a besoin des États, et je pense qu'on a besoin de prendre conscience qu'on a changé d'échelle dans les problèmes. Quand j'ai commencé à m'occuper de droit de l'environnement, il y a 40 ans, c'était quoi l'environnement? C'était la protection de la nature, ça existe toujours. Hein. On ne parlait pas beaucoup de biodiversité à l'époque. On ne s'était pas rendu compte de l'extinction des espèces à laquelle on procède. Et puis c'était des pollutions locales, irréversibles. Aujourd'hui, on est dans des pollutions générales et irréversibles. Et donc, en fait, ce qui est en cause, c'est l'humanité dans son ensemble. C'est la raison pour laquelle je me bats maintenant depuis 2 ans pour faire adopter une déclaration universelle des droits de l'humanité, des droits et des devoirs de l'humanité. C'est une première parce que c'est un texte qui peut être adopté à la fois par des entités publiques ou privées et par des États. Pourquoi? Parce que l'humanité, c'est nous tous. Et donc, reconnaître que nous avons des principes qui sont ceux de la responsabilité, de la solidarité, de l'équité entre les générations, parce que ce qu'on est en train de faire, c'est rendre la vie impossible à nos enfants et à nos petits-enfants. Celui de la dignité, de l'humanité, qui comprend bien entendu le droit au développement, et celui de la pérennité de l'espèce humaine, parce que vous savez, bien souvent on dit il faut s'occuper de la planète. La planète n'a pas besoin qu'on s'occupe d'elle. Par contre, ce qu'on fait, c'est la mise en cause de notre espèce, pas de la planète, de nous, de notre espèce et des autres espèces vivantes, bien sûr. Mais il n'y a pas une contradiction, Corinne Lepage, parce que je parlais tout à l'heure de citoyen-consommateur. Le consommateur, enfin, on en fait quelqu'un d'assez égoïste. Oui, c'est vrai qu'on est une société, et dans les jeunes générations, je dirais que c'est encore pire, extrêmement individualiste. Mais d'un autre côté, vous avez aussi des changements très importants dans les comportements. Regardez par exemple ce qui s'est passé, alors je ne sais pas comment c'est en Tunisie, mais je vois en France et en Europe, sur la voiture, le partage, le covoiturage, Blablacar. C'est des choses qui, il y a 4-5 ans, n'existaient pas. Et aujourd'hui, vous avez 20% du trafic qui se fait comme ça. Donc, et c'est bien des gens qui font ça. Et qui trouvent un intérêt à la fois à rencontrer d'autres gens et à faire des économies. C'est-à-dire qu'il y a un intérêt individuel aussi, quelque part, mais aussi collectif. Donc, je pense qu'il y a des changements très importants dans les modes de consommation. Regardez l'intérêt que le bio représente pour beaucoup de consommateurs qui ne veulent plus manger des pesticides comme on leur en fait manger à longueur de journée. Voilà, donc je pense que les choses changent et que pour les pays du Sud qui n'ont pas les mauvaises habitudes qui sont celles des pays du Nord, on peut gagner du temps en ne passant pas par les étapes par lesquelles nous sommes passés. C'est souhaitable. Comment réagissent les pays du Maghreb à votre... Alors j'ai beaucoup travaillé avec les Marocains, énormément. D'abord parce qu'un Marocain travaillait dans le groupe de travail que j'avais mis en place pour écrire la déclaration, parce que je voulais la vision comment dire, de l'islam dans la déclaration, qu'elle soit présente au même titre que d'autres religions, ou pas de religion du tout, mais qu'aucune culture ne soit oubliée. Voilà, c'est plutôt sous cette forme-là que je peux le dire. Tanger est la première région du monde à avoir signé la Déclaration universelle des droits de l'humanité. Et donc on a beaucoup travaillé. Avec la Tunisie, j'ai un ambassadeur, si je puis dire, de la Déclaration universelle, c'est Bâtonnier de Sousse. Seul pour la Tunisie? Oui, parce qu'il se trouve que à la rentrée solennelle des avocats de Marseille, la bâtonnière, Madame Maillet, a eu la formidable idée d'organiser une signature par tous les barreaux étrangers qui étaient là de la déclaration. Et donc le bâtonnier de Sousse était là, et je lui ai demandé s'il acceptait d'être ambassadeur de la DDHU, il m'a dit oui. Et donc il est devenu ambassadeur de la déclaration, et j'espère qu'il va pouvoir la promouvoir en Tunisie. Mais, pardon d'insister encore là-dessus, mais comment vous expliquez qu'il n'y ait qu'une seule personne qui soit parce intéressée que, par ce... je dirais que les choses avancent doucement.
que les villes, par exemple, sont en train de signer progressivement. Des villes tunisiennes? Non, mais j'ai pas de ville africaine qui est encore signée. D'accord. Il y a des villes européennes. Parce que vous avez parlé de Tanger. Tanger, c'est la région. La région pas tangéroise. C'est la région. Ok. Il n'y a pas encore de ville, mais j'espère que ça va venir, grâce à mes ambassadeurs de la DDHU, que des villes africaines vont signer, puis des villes d'Asie également vont signer. Pour l'instant, on est passé d'un stade français à un stade européen. C'est-à-dire que les villes européennes commencent à signer la déclaration, les barreaux. Nous ouvrons maintenant aux entreprises qui veulent entrer dans cette logique. Donc, ce n'est pas n'importe quelles entreprises, bien sûr. Mais je crois que tous les acteurs qui veulent y venir doivent y venir. Et puis, il y a un État qui a signé à ce jour, c'est les Comores, qui ont signé au moment de la conférence, la COP 22 à Marrakech l'année dernière, et qui sont donc devenus des ambassadeurs de la DDHU au sein du groupe des États. Notre objectif étant de faire voter cette déclaration à la fois par les États, niveau ONU, et par les humains que nous sommes, quelles que soient leurs entités, pour les regrouper. Et c'est la première fois, finalement, qu'une aventure de ce genre est tentée. Est-ce que vous entendez parfois, Corinne Lepage, des Africains dire écoutez, après tout, c'est vous, occidentaux, qui êtes responsables de tout ce dérèglement, et vous venez nous voir et vous venez nous donner des leçons? Ah, je ne me permettrai pas de donner des leçons à personne. Non, pas vous, mais est-ce que vous entendez ce discours des fois qui vous disent écoutez, arrêtez, c'est quand même nous, on ne pollue rien du tout, nous? Oui, alors, c'est tout à fait vrai. Il y a une dette climatique et une dette de pollution générale. Ça, c'est la vérité. Bon. Alors, ensuite, quand on a dit ça, on a dit les Occidentaux doivent prendre une part importante du fardeau, de la dette. Et la dette, c'est une chose, et il y a l'avenir, c'est autre chose. Ouais. Le continent africain, aujourd'hui, c'est un peu plus d'1 milliard de personnes. Ça va être bientôt 2 milliards de personnes. C'est donc le grand continent en devenir. On ne peut pas dire à un grand continent en devenir, ben vous vous en lavez les mains, les gars. Hein. On prend tout nous, et puis vous faites ce que vous voulez. La désertification, par exemple, qui est une grande affaire pour le continent africain. On a perdu plus d'1 milliard de kilomètres carrés. 1 milliard et quelques centaines de millions de kilomètres carrés. On peut reconstituer les terres. Ça ne coûte pas très cher. Techniquement, on sait faire. Ouais. Bon. Ça, c'est un enjeu extraordinaire parce que si vous arrivez à reconstituer la terre, à faire de l'agroécologie, à permettre à planter des arbres, sous les arbres, à faire de l'agriculture, vous permettez aux gens de vivre sur place. Vous leur permettez de stocker du carbone et donc de bénéficier des crédits carbone correspondants dans le grand système mondial qui est en train de se mettre en place. Tout ceci pour dire que, oui, la dette, elle est largement pour le monde du Nord, mais beaucoup des solutions à un problème qui est devenu global dépendent du monde du Sud. D'accord. Alors, qui paye? C'est le grand sujet. Ouais. C'est évidemment le grand sujet. J'ai participé pour ma part en tant que députée européenne à 6 COP, 5 COP. Non, parce que j'étais en plus à Marrakech, ça fait 6, et que j'étais ministre à la première. Ça en fait 7. Donc j'ai assisté à 7 COP. Je dois dire que j'ai été très énervée par le fait que depuis Copenhague, on parle de financement innovant pour le Fonds vert sans jamais dire ce que c'est. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est très gentil de parler de financement innovant, mais ça, c'est pour dire on ne sait pas comment on fait, en langage normal, que vous parlez, que nous parlons, vous et moi. Donc, il y a le grand sujet du financement et de la justice dans ce financement. Et ce n'est pas très simple. Je parlais de la dette climatique, ça c'est indéniable que les pays du Nord doivent mettre la main au porte-monnaie. Et c'est ce qu'ils ont quand même commencé à faire dans le Fonds vert. Mais quand vous voyez par exemple des grands pays pétroliers hyper riches, vous pensez aux pays du Golfe? Par exemple, qui viennent vous dire, mais attendez, nous on est des victimes, parce que si on arrête d'utiliser du pétrole, nous ça nous cause un préjudice, donc il faut nous payer. On peut en discuter, parce que c'est quand même grâce au pétrole qu'ils sont devenus très riches. Donc vous voyez, il y a des situations qui ne sont pas simples si on cherche la justice, parce que c'est ça qu'il faut chercher. Oui, pour que ce soit durable, il faut chercher que ce soit juste.
Donc évidemment, on ne va pas les demander aux gars des AOSIS qui n'y peuvent rien et qui ne seront rien dans le futur, parce que malheureusement, ils vont être pour beaucoup d'entre eux des réfugiés climatiques, d'aller les payer. Mais par contre, on ne peut pas exclure tous ceux qui ne sont pas du Nord au motif qu'ils ne sont pas du Nord. Non. Regardez les Chinois. Ouais. Les Chinois, c'est 22% des émissions de gaz à effet de serre aujourd'hui. On ne peut pas leur dire, attendez... Alors, qu'est-ce qu'ils répondent, les Chinois? Ils jouent le jeu, les Chinois. Ils jouent le jeu. Et les Américains? Ça, avec M. Trump, on ne peut pas dire qu'ils jouent tellement le jeu. Quand vous avez la première puissance mondiale qui ne joue pas le jeu ou qui... C'est pour ça que je pense qu'Emmanuel Macron a eu complètement raison de prendre la position qu'il a prise à l'égard des États-Unis. Ce qui se passe aux États-Unis est tragique, complètement tragique. Vous vous rendez compte que le patron de l'IPIE, c'est l'équivalent de l'ADEME en France, si vous voulez, c'est l'Agence de l'environnement, ministère de l'Environnement plus ADEME, qui dit, quand il y a eu les ouragans, là, il n'est pas question de parler de changement climatique. Oui. Pas bien sûr. Oui. Bon. Et il suspend tous les crédits qui allaient se mettre sur le climat. Un signal fort. C'est tragique. Bon. Ça veut donc dire qu'il faut que les autres compensent pendant ce temps-là ce que les Américains ne feront pas. Parce qu'il est hors de question qu'on passe tous à la trappe. Pendant au moins 4 ans. Parce qu'il y a M. Trump à la tête des États-Unis, en espérant qu'il ne durera pas les 4 ans. Mais enfin, ça, c'est une autre histoire. Mais, alors, si on revient en France, est-ce que vous entendez encore ce discours sur lequel, finalement, ce serait une affaire de riches? Ce serait une affaire de bobos, ce serait une affaire de gens qui savent un petit peu, qui ont le temps pour ça. Et que nous, le peuple en bas, on fait ce qu'on peut de toute façon et advienne ce que pourra. Parce que nous, on nous a jamais, enfin, on ne se sent pas tellement concerné par ce. C'est peut-être une grande question. Vous avez peut-être raison, mais nous, c'est trop pour nous. Nous, on prend ce qu'il y a. Alors, le bio, c'est trop cher, par exemple. Je comprends tout ce que vous me dites. J'ouvre une parenthèse, c'est la raison pour laquelle je suis tellement heureuse et fière que ce soit les Comores qui étaient les premiers à signer la DDHE. Parce que ça montre bien que ce texte n'est pas perçu comme étant un texte de riches, fait pour les riches, mais bien un texte avant tout pour les pays du Sud. Alors, je ferme ma parenthèse. Il se trouve que les inégalités s'ajoutent aux inégalités. Et que les premières victimes de tout ce dont nous parlons, c'est les pauvres. Les plus pollués, c'est ceux qui habitent le long des autoroutes. Les plus exposés aux problèmes de santé, je pense à l'obésité par exemple, c'est les gens qui ont peu de moyens et qui se nourrissent avec trop de graisse, trop de sucre et trop de sel. Tout à fait. Bon. Les victimes généralement de catastrophes naturelles, je pense à Katrina aux États-Unis, mais c'est vrai partout, c'est des gens qui vivent dans des terres qui sont très exposées. Pourquoi elles sont très exposées? Parce qu'elles sont moins chères. Bon, je ne parle pas du beau littoral très cher, mais au bord des rivières ou sur des terrains qui sont exposés, généralement, c'est là où on met du logement qui est moins cher. Oui, bien sûr. Parce que le foncier est moins cher. Donc, si vous voulez, tout ça pour dire que les premières victimes de tous ces défis environnementaux auxquels nous sommes confrontés, c'est les plus modestes. Non, parce que si je vous pose cette question, c'est... Vous avez raison de la poser. J'ai pas perdu... j'ai encore à l'esprit Donald Trump. Trump a gagné surtout les voix des gens qui voulaient un petit peu dire ça suffit à l'establishment américain et à la population américaine la plus aisée qui était davantage enclin à voter pour Hillary Clinton. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'il n'a pas peur de couper un petit peu les vivres à leur ministère de l'Environnement. Donc c'est peut-être que nous en France, ou peut-être aussi dans d'autres pays, mais cette population-là qui n'est pas encore... oui, peut-être qui a pris conscience, mais qui sait qu'au fond, elle n'y peut pas grand-chose parce qu'elle décide de rien concrètement, eh bien, on peut encore gagner du temps sur une vraie action. Oui, mais vous avez raison, c'est vrai. Et en se basant sur, finalement, voilà, ce constat-là. Vous avez raison, parce que beaucoup de gens peuvent se dire « moi, j'y peux rien, de toute façon, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse ?» Et
Pour moi, voyez-vous, ça fait partie de la dignité de l'humain de se dire que chacun, même un tout petit peu, il peut quelque chose. D'abord, il peut avec son bulletin de vote pour commencer. Mais il peut quelque chose. Et je crois qu'il faut, quand on est parent, par exemple, on ne peut pas accepter de dire je laisse aller, puis mes enfants, il se passera ce qui se passera. Vous voyez, c'est pas possible, ça. Absolument. Et donc, je pense que la boboisation, entre guillemets, de l'environnement est quelque chose qui est vraiment en train de passer. Ouais. Je pense et que ça pouvait être vrai du temps où l'écologie était assimilée à de la qualité de vie. Aujourd'hui, l'ampleur des problèmes fait que ce n'est plus un problème de qualité de vie. C'est plus un problème de nuisance ou de bruit ou d'esthétique. Ouais, c'est un problème de vie. Juste vivre équilibré, quoi. C'est vital. C'est vital ce dont on parle. Ouais, absolument. Quand je parlais tout à l'heure de la pérennité de l'espèce humaine, c'est vital. Et donc ça, je pense dire quoi, que alors, il nous reste combien de temps à vivre? Ah non, je suis optimiste, donc je pense qu'on peut faire des choses, heureusement. Heureusement. Mais c'est bien de ça dont il s'agit. Il ne s'agit pas du superflu. Qu'est-ce qui est fait concrètement, là, depuis quelque temps? Qu'est-ce qui est fait qui vous satisfait? Je trouve que les accords de Paris, c'est pas génial, mais au moins ça existe. C'est une base. Si on respectait les accords de Paris, c'est quand même 3,5 degrés de température en plus à la fin du siècle, ce qui est colossal. Mais enfin, c'est mieux que 5 ou 6. D'accord. Bon. Et j'espère bien qu'on pourra descendre à moins que cela. Regardez la révolution, par exemple, qui se passe, à commencer par les pays du Sud, sur le solaire. Oui. Bon. Vous aviez des zones entières qui étaient sans électricité. La question de l'électrification des zones arides, par exemple, des zones isolées, moi, c'est des sujets que j'ai traités il y a 20 ans quand j'étais au ministère de l'Environnement. La France avait un accord avec le Maroc à l'époque pour aller électrifier des zones marocaines. Bon. Aujourd'hui, grâce aux panneaux solaires et aux petites installations qu'on peut mettre en place, vous pouvez faire pour l'électricité ce qu'on a fait pour le téléphone. S'il y a 4 milliards de gens qui ont des téléphones, ce n'est pas des lignes fixes, c'est des portables. Ouais. Bon, c'est pareil pour l'électricité. On ne va pas leur mettre des grands pylônes avec des centrales nucléaires, enfin j'espère que non. C'est des petites installations décentralisées de solaire qui vont permettre aux gens d'avoir l'électricité, qui vont permettre d'arrêter la culture sur brûlis et donc le déboisement qui va avec, ou d'avoir des fours solaires, qui sont des techniques qui sont maintenant bon marché et très utilisées. Et donc tout ça intéresse des gens qui ont peu de moyens. Alors, et ça leur rend la vie beaucoup plus facile. Revenons sur les moyens. Qui paye? Qui va payer? Je pense que vont payer d'abord ceux qui ont de l'argent. On ne va pas demander à payer à ceux qui n'en ont pas. Ouais. Bon. Alors, ceux qui ont de l'argent, on les connaît. C'est les pays du Nord. On a cité un peu aussi les pays du Golfe, c'est la Chine qui a beaucoup d'argent. Oui, voilà. C'est eux qui doivent payer. Oui, alors en trouvant des règles, je dirais, honnêtes et justes. Et les multinationales payent ou pas? Bien sûr. Le secteur privé doit payer aussi, bien sûr. Et alors, les citoyens, les impôts payent? Les impôts, un peu, devraient un peu contribuer à cela quand même. Moi, je crois, peut-être parce que je n'ai pas 20 ans, mais je crois beaucoup dans tout ce qui est le service public et les services d'intérêt généraux, parce que c'est quand même les plus modestes qui en ont besoin. Voilà, donc de dire qu'on supprime toute une série de services publics, ce n'est pas les plus riches qui vont en pâtir, c'est clair. Ma dernière question, Corinne Lepage. Est-ce que vous pensez encore que la politique peut quelque chose dans ce domaine? Oui, mais pas toute seule. Vous voyez, moi j'ai fait pas mal de politique, j'ai été élu local, j'ai été ministre, j'ai été député. Je dirige toujours un petit parti politique, mais ma vie aujourd'hui, elle est dans la société civile. Elle est dans les mouvements avec les citoyens, elle est dans les actions concrètes que nous faisons. Donc vous avez compris finalement que c'est davantage... On a besoin des deux, parce que vous avez besoin de règles de droit. Qu'est-ce qui va faire les règles? C'est les États qui font les règles. Donc on a besoin de bonnes règles. Mais pour avoir de bonnes règles, il faut avoir une pression dans le bon sens, et pas seulement la pression des lobbies, vous voyez. Donc ça veut dire de l'organisation de la société civile. Et puis la société civile, elle peut faire énormément de choses. Merci Corinne Lepage. Merci à vous. D'être venue nous apporter toutes ces précisions. Bien, je vous dis à bientôt pour un nouveau numéro de l'émission L'Entretien sur Al Janoubia TV. Au revoir.